Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Yon Isabelle, chirurgien dentiste. Je suis responsable de l'unité de soins spécifiques en odontologie au CHU Hôtel-Dieu de Nantes et je suis avec. Et ben moi, c'est Marion Castex-Leclerc et je suis infirmière de parcours en odontologie au CHU de Nantes. Voilà, je laisse rentrer ma collègue parce qu'on est plusieurs dans la salle. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous recevoir dans notre salle de soins parce qu'on trouvait ça convivial et puis que vous voyez aussi notre lieu d'exercice parce que finalement, c'est notre lieu principal de vie. Aujourd'hui, donc, on déclare toutes les deux qu'on n'a aucun conflit d'intérêt. Voilà. Je rappelle aussi qu'on n'est pas là par rapport aux questions qu'on m'a transmises pour poser des diagnostics ou proposer des thérapeutiques, parce que bien sûr, pour pouvoir poser toutes ces choses, il faut recevoir un patient. Donc, je ne jugerai pas on va dire, du bénéfice d'une thérapeutique ou d'une autre sans avoir vu un patient. Je voulais vous dire aussi qu'on n'avait pas de relation trop avec l'assurance maladie dans notre unité de soins spécifiques parce que je ne fais pas partie de groupes d'experts qui défendent certains droits des patients. Donc il y a certaines questions auxquelles je ne pourrais pas répondre puisque ma relation principale avec l'assurance maladie, ce sont les bons de transport. Et c'est déjà une grosse chose. Voilà. On voulait vous dire aussi qu'aujourd'hui, nous, on est là pour partager une expérience de notre exercice, que c'est pas du tout la réalité pour tous les patients. C'est celle qu'on développe avec ce qu'on est, avec ce que l'unité est, avec ce que notre institution est, avec ce que les aidants et les patients sont, que c'est une vision à l'instant T, qu'elle sera peut-être complètement réévaluée demain ou après-demain, mais qu'on voulait juste vous partager ce qu'on avait mis en place avec Marion et avant l'arrivée de Marion. Et qu'aujourd'hui, au lieu de partager des tips, on va plutôt partager des démarches qui nous ont permis, avec chaque patient, chaque famille, chaque institution, de développer justement peut-être une solution adaptée aux patients. Donc, vous allez pouvoir revoir. Tout le monde va bien la présentation. Vas-y, je te laisse. Alors, on voulait un peu vous expliquer la base des histoires qu'on va vous raconter. En général, comment ça fonctionne chez nous, c'est qu'il y a une personne qui a une idée. Alors, cette personne, ça peut être un patient, un aidant, un soignant, une institution, voilà, un collectif qui se dit, ah là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, est-ce qu'on pourrait améliorer les choses et tout ça. Donc nous, en tant que soignants, on va essayer de construire un squelette de projet par rapport à cette idée ou ce point de négation ou des choses qui ne fonctionnent pas pour nos patients. Ou des besoins. Voilà. Une fois qu'on a construit ce squelette, on estime que c'est à nous de le construire puisqu'on n'a pas forcément de financement pour incorporer à ce stade-là des aidants ou des patients dans notre phase de construction. On va soumettre à l'institution, aux usagers, aux aidants et faire une phase de test du projet. Et soit le projet qu'on a essayé de mettre en place est mal vécu par un trop grand nombre et puis on va abandonner l'idée, soit on va le faire évoluer jusqu'à temps que la situation soit vécue comme très favorable pour tous nos patients. Et puis, on va mettre en place cette solution. Donc, c'est comme ça que l'unité fonctionne. Et je voulais en parler parce que je pense que ça peut être vrai auprès d'un service comme le nôtre, ça peut être vrai avec votre dentiste, ça peut être vrai avec un institut, voilà, avec une étroite collaboration finalement entre les soignants, les administratifs et les aidants, les patients et toutes les personnes qui les entourent. Il faut aussi considérer qu'on sait qu'on doit améliorer nos pratiques en tant que soignants, mais que ce n'est pas un temps de travail qui est reconnu. Donc en général, ça empiète forcément sur nos zones de soins ou notre vie personnelle. On est conscient que c'est essentiel pour le parcours de soins de nos patients, mais il faut savoir que c'est toujours au détriment de certaines choses de faire évoluer nos pratiques. Donc voilà, je voulais le redire. J'ai mis une petite photo, je vais commencer à faire des petits apartés. En haut à droite, vous voyez un appareil et dans la résine de l'appareil, vous voyez une puce. Ça, c'est un des projets que j'ai pas réussi à mener pour l'instant jusqu'à son terme. Mais j'ai des patients, alors notamment je pense à des patients en situation d'autisme sévère qui doivent être appareillés et qui ont l'habitude de jeter leurs appareils à droite à gauche dans les buissons, au centre commercial, dans leur institut. Ces appareils, on ne les retrouve jamais parce que ils sont pas repérables.
Donc, un des projets, par exemple, que j'aimerais mener jusqu'au bout, c'est de pouvoir géolocaliser les prothèses. Voilà, ça prend énormément de temps comme projet. Alors, je continue. Ouais. Donc, oui, ouais. Non, alors, pour expliquer comment ça fonctionne chez nous, le chemin clinique de l'unité fonctionnelle, c'est qu'un patient ou un aidant va prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone ou en physique, soit pour lui-même, soit pour un patient. Cet adressage, il est énorme à notre niveau parce que il est départemental, régional et hors régional aussi. Sachant que l'hôpital de Nantes a des centres de compétences, par exemple en cardiologie. Ça nous arrive d'avoir des patients qui viennent de Caen, qui viennent de Paris d'ailleurs, qui viennent de Bretagne, qui viennent de Bordeaux et ainsi de suite. Donc on a un adressage qui est très large et très divers et varié. Après cette prise de rendez-vous, on va préparer le rendez-vous. Donc, on va vous en reparler. Peut y avoir des travaux d'habituation, de la préparation d'interprétariat, un travail sur les visites virtuelles, un travail avec toi, Marion, notre infirmière de parcours. Et puis, on va arriver au premier rendez-vous, à cette rencontre qui est capitale pour nous, qui va nous permettre de poser un peu les choses à venir. Et voilà. C'est rarement un objectif de soin, cette première rencontre. Ça, parfois, les gens ont du mal à en prendre conscience parce que si un patient arrive chez nous, c'est qu'il y a un échec de prise en charge et il va falloir qu'on analyse pourquoi il y a eu des échecs et nous, qu'est-ce qu'on peut proposer, on va dire, de plus dans notre unité. De là va découler, on va dire, deux axes. D'abord, un axe qui sera plutôt sur du local, donc de l'habituation aux soins ou du soin. Et puis, si on voit dès le démarrage qu'on a une situation compliquée avec des besoins de soins très compliqués et un patient où il va falloir travailler long cours, on peut se diriger plutôt vers l'anesthésie générale en première intention, en sachant qu'on peut avoir des besoins de soins simples, c'est-à-dire qui concernent que l'odoto, ou des besoins de soins plus complexes avec de l'ORL, de l'ophtalmo, de la gastro, de la gynéco. Voilà, on reçoit quand même des patients qui sortent souvent du droit commun, qui sont dans des situations de handicap complexes et du coup qui ont forcément besoin pas que de nous, pas que de l'odonto et qui vont avoir vraiment d'autres besoins plus larges, quoi. Et que nous, on lutte contre cette vision organiste, entre guillemets, de voir le patient comme finalement une situation organe par organe, ce qui n'est pas bon du tout pour son parcours de soins, mais plutôt en ayant une vision plus globale. Les missions qu'on s'est fixées pour l'unité, elles sont vastes aussi au-delà du soin qu'on peut apporter à nos patients. On veut absolument sensibiliser les soignants, les futurs soignants et les administratifs, c'est important, à la situation de handicap et au parcours de soins. Parce que, étant donné qu'on travaille avec beaucoup d'étudiants, on est quand même dans un centre de soins dentaires, un service d'odontologie où il y a beaucoup d'étudiants qui sont là pour se former. On voit bien que les étudiants, ils sont peut-être pas forcément à l'aise avec les patients en situation de handicap. Et le but, c'est aussi qu'après avoir fini leurs études, ils vont sûrement travailler en cabinet dentaire de ville et qu'ils puissent pouvoir recevoir en fait des patients qui vont rester dans le droit commun mais en situation de handicap. Donc voilà, le but c'est de vraiment les sensibiliser à ça et qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. On a aussi comme vision d'essayer de développer un réseau de soins sur notre région parce qu'on sent bien que les patients, il y a une errance thérapeutique. Nous-mêmes, on ne sait pas quelles sont les propositions de soins sur notre département ni notre région. Donc, on est en train d'essayer de se structurer pour organiser ce réseau pour le bien-être du patient et puis voir quelles sont les ressources en fait pour pouvoir discuter avec les instances plus hautes après. Et puis l'idée aussi donc c'est de développer à notre niveau, au niveau de notre institut et d'améliorer les parcours de soins des patients qui sortent du droit commun, puisque finalement c'est un peu le dernier, on est une unité de dernier recours, c'est-à-dire qu'après nous on sait qu'il y a personne en tous les cas pour notre unité, donc on essaye de faire les choses au mieux. Donc notre unité, elle reçoit aussi bien des enfants que des adultes qui sortent du droit commun, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas pu recevoir les soins nécessaires dans les structures existantes en dehors de notre unité.
et avec des besoins de soins qui peuvent être compliqués. Donc on peut aussi bien avoir un très jeune enfant, un nourrisson, hein, parce qu'on a des problèmes très tôt, par exemple sur les porteurs d'une trisomie 21 ou sur des épilepsies pharmacorésistantes, on reçoit les patients très très tôt, à partir de 3 mois. Ouais. Et on peut aussi avoir des personnes très âgées, porteuses d'un Alzheimer, avec des difficultés de coopération au fauteuil. Donc voilà, on balaye. C'est très large. C'est très large. Alors j'ai fait un petit peu d'historique pour rappeler que, je pense qu'on a tous été un peu pareil. Moi, j'étais étudiante en 98 et le monsieur que vous voyez en haut à droite de la diapositive, le docteur Lagarde, qui était un chirurgien oral, à cette époque-là, lui, il extrayait les dents. C'était son boulot, il était chirurgien oral. Et grâce à lui, en fait, il y a un moment où il s'est dit non mais c'est terrible, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette proposition de soins auprès des personnes en situation de handicap complexe. Et il a donc appelé le professeur Jean, que vous voyez juste en dessous, qui était un de ses amis, qui lui réalisait des soins, c'était sa spécialité, mais il ne savait pas réaliser des soins sous âgés. Et le docteur André Lagarde lui a dit écoute, t'inquiète pas, je vais te former aux soins sous anesthésie générale et puis on va arrêter d'édenter nos patients et on va commencer à conserver et finalement peut-être à aller on va dire sur la même typologie de soins que ce qu'on offre à tout le monde. On ne se rend pas compte, hein, c'était voilà, il y a un peu plus de 20 ans, mais c'est pour dire qu'il y a un chemin parcouru qui est énorme. Donc le professeur Jean travaillait une demi-journée par semaine. Voilà, et il est parti à la retraite et moi je suis arrivée quelques mois plus tard. Donc j'ai commencé entre une demi-journée et un jour par semaine, toute seule, ce qui était un petit peu compliqué. Et puis finalement, mon temps de travail sur les soins spécifiques a été augmenté. Et puis une petite équipe est née, mais ça, on va vous en parler un peu plus tard. Donc les premières avancées avant mon arrivée, qui était en novembre 2023 pour remettre les dates, parce que il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, donc il y a eu un praticien hospitalier, donc un chirurgien dentiste, donc le docteur Rion, qui du coup a été augmenté à temps plein. La création de l'unité des soins spécifiques, vraiment reconnaître les soins spécifiques, c'est vraiment des soins à part entière. Et comme vous pouvez voir, du coup, pour ceux qui nous voient, on remontrera après s'il faut. En fait, dans notre salle de soins, on a un fauteuil du coup adapté. Vous pouvez voir du coup sur la photo qui est juste à côté, c'est une de nos patientes du coup qu'on recevait qui était en brancard. Donc en fait le fauteuil normalement il est à la place du brancard et on peut le mobiliser. Donc en fait on enlève le fauteuil qui est sur roulette pour pouvoir mettre le brancard à la place ou un fauteuil roulant, ce qui permet que le patient soit bien positionné au bon endroit pour pouvoir réaliser les soins. Donc et qu'on est et sans transfert. Et sans transfert. Ça a été aussi la grande nouveauté parce que la plupart des zones de soins, alors soit le fauteuil motorisé ou le brancard est mis à côté du siège existant du dentiste et du coup nous on n'est plus du tout au bon endroit pour travailler. En fait on est obligé de tirer sur nos instruments, on est un peu en bout de course et ça c'est pas bon. Ou soit comme nous là, ce qui existe au pôle MPR de notre côté, on a des rails de transfert, mais ça veut dire que par exemple un patient qui est complètement coqué, c'est très compliqué de le prendre avec sa coque et de toutes les façons, il est forcément mal installé au niveau du fauteuil du dentiste qui n'est pas du tout adapté. Là, l'avantage d'un fauteuil comme ça, c'est qu'on peut vraiment remettre le patient dans la position initiale de soins, comme tout le monde. Finalement, il reprend sa place comme chacun devrait l'être. On a aussi une assise qui peut accueillir les fauteuils non motorisés et qui permet aussi de mettre les patients au bon endroit. Ça a été une grosse avancée. Il a fallu plus de 5 ans pour se battre pour ce fauteuil, mais franchement, c'est un confort de soins énorme pour les patients et pour les soignants. Donc, le constat qu'on avait fait en 2023 avant ton arrivée, Marion, c'est qu'on avait une augmentation de l'activité, parce que vous imaginez que passer une demi-journée à toute une semaine complète, c'est qu'il y avait un besoin ressenti de la part des usagers. Une prise de conscience aussi de la nécessité des soins dentaires. Et puis, je pense, des patients et des aidants qui ne renoncent plus. Et ça, c'est
c'était très très bien. Qu'il y avait un manque de déficience de nos consultations, ça c'était un constat aussi, que les parcours devenaient de plus en plus complexes, les besoins plus complexes, c'est normal puisque petit à petit les patients ne souhaitent pas renoncer à leurs soins et c'est normal. On avait aussi besoin d'une interlocutrice, en l'occurrence Marion, privilégiée, puisque moi, comme c'était une course un peu toute seule, j'avoue que parfois j'étais pas assez disponible et qu'avoir un relais, c'était devenu nécessaire. Il y a aussi une chose qui a évolué, c'est que la CPAM a reconnu les visites d'habituation chez le dentiste. Ça nous a ouvert des perspectives. Un autre fait au niveau de notre institution, c'est qu'il y a des blocs opératoires qui n'aboutissaient pas de notre côté, des interventions sous anesthésie générale. Et après analyse, on pouvait y remédier. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, de toute façon, les recommandations de la HAS, qui étaient de développer les parcours de chirurgie ambulatoire pour les personnes en situation de handicap. Et ça, il fallait qu'on mette en œuvre quelque chose. D'où l'idée, j'avoue, est complètement soutenue par notre institution, d'essayer, entre guillemets, de voir ce que ça donnait une infirmière à mi-temps sur notre parcours. Et la première chose qu'on a faite avec Marion quand elle est arrivée. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a faites en premier parce que Dr Lyon avait déjà beaucoup d'idées avant mon arrivée, mais qui étaient plus difficiles à mettre en place par manque de temps. Du coup, on a créé une carte, un peu une carte de visite avec les coordonnées donc de notre secrétariat pour la prise de rendez-vous et les coordonnées de l'email. En fait, c'est une boîte mail qui a été créée spécialement pour l'unité des soins spécifiques. Et c'est moi qui suis derrière cette boîte mail, ce qui permet en fait aux aidants, aux patients, aux structures de directement en fait me contacter s'ils rencontrent des problèmes ou qu'ils ont des questions d'ordre médical. Voilà, je ne donne pas de rendez-vous parce que du coup on a des secrétaires dédiés pour ça. Et puis, mais l'idée, c'est qu'on le sait tous, quand on veut joindre son soignant, c'est la croix et la bannière, c'est l'enfer. Pas parce qu'on ne veut pas vous avoir au téléphone ou par email, c'est souvent qu'on est débordé. Et donc, on s'est dit, la première chose qu'on va mettre en place avec l'arrivée de Marion, c'est de faciliter la vie des patients et de leurs aidants en ayant accès à des informations ou à répondre à des questions plus rapidement. Ça permet souvent de désamorcer certaines choses, d'être rassuré. Marion, toi, tu as une double casquette. Il faut savoir que tu as été aussi assistante. En fait, je suis infirmière et assistante dentaire. J'ai les deux formations. Donc, du coup, je connais bien le dentaire. J'ai travaillé aussi en cabinet libéral et je connais aussi la difficulté d'accès aux soins en libéral pour les patients en situation de handicap pour y avoir travaillé. Voilà, donc on s'est dit, on va donner cette soupape surtout aux aidants pour pouvoir se dire, ah mais là, est-ce que je dois consulter, pas consulter, est-ce que c'est grave, pas grave, comment vous pouvez nous aider, qu'est-ce qu'on peut préparer en amont. Pour nous, avoir quelqu'un à joindre très facilement, c'est quelque chose de qualitatif et puis qui permet aussi de gagner du temps parfois sur la future consultation. Donc, ça a été notre premier point d'accès. Alors là, cette carte de visite, maintenant, elle est complètement à revoir. Oui. On s'est aperçu qu'on l'a faite vite. Mais là, on voit bien ses limites. En fait, c'était un brouillon. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Le retour usagé, bon, il y a beaucoup de gens qui ont été très contents. Mais on a noté tous les points négatifs et on doit la faire évoluer dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui évoluent aussi au sein de l'unité, sur les prises de rendez-vous, sur les différents contacts. Donc, du coup, là, elle a été mise en place on va dire en décembre 2023. Là, on arrive au moment où il faut qu'on la modifie et qu'on change, qu'on change cette carte de visite. Mais elle a quand même été très aidante et puis très rassurante aussi pour les patients qu'on reçoit, les aidants, les structures. Voilà, ça a déjà été première mise en place efficace, j'ai envie de dire, à revoir aujourd'hui. Alors, on passe à la deuxième chose du coup qui a été, deuxième chose, ça a été mis en place à peu près en même temps, le recueil de préconsultation
Du coup, ce recueil, en fait, est donné surtout pour les premières consultations au sein de notre unité. C'est un recueil qui nous permet à nous de mettre des choses en place des fois avant la consultation et aussi de mieux connaître le patient qu'on va recevoir. Donc, que ce soit un enfant, un adulte, les antécédents médicaux, tout ce qui est au niveau des responsables légaux, de la mesure de protection, très important. Des fois, on reçoit des patients qui sont dans des structures qui ne viennent pas avec leurs responsables légaux ou leurs tuteurs et on n'a pas d'autorisation de soins. Et bien, dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on n'a pas envie de se retrouver dans des situations comme celle-ci. On a envie que le patient qui vient nous voir puisse recevoir, s'il y a besoin, des soins. On a vraiment des situations très complexes. Parfois, on a des enfants qui sont en famille d'accueil, avec des parents qui ont toujours la responsabilité légale et on n'a pas d'autorisation de soins. On est coincé. On reçoit des personnes âgées qui sont non verbales parce que dans des situations très compliquées, déposées comme ça, sans dossier médical, Donc on s'est aperçu qu'on perdait un temps fou sur les consultations parce qu'on manquait d'informations avant. Donc c'est vrai que parfois on se dit encore un document à remplir, sauf que si on arrive à devoir consulter une unité de soins spécifique, c'est qu'il y a un besoin de prendre les choses autrement. Et donc, ce document, pour nous, il est capital. On vous a mis une photo, ça a été une victoire qu'on garde précieusement pour Camille. C'était une jeune fille en situation d'autisme sévère, adulte, et qui est sourde et muette, et qui était en échec de soins depuis elle était née. Et elle a fait un parcours, elle est passée par plein d'hôpitaux en France, plein d'unités, plein de dentistes et tout ça, voilà. Donc là, on avait demandé ce recueil de pré-consultation, et puis je te laisse la suite, Marion. Donc j'ai envoyé le recueil de pré-consultation à ses parents, chez qui elle vit, et le papa m'a tout de suite contactée en m'expliquant que du coup Camille était sourde et muette et que si possible, ça serait bien d'avoir un interprète pour pouvoir communiquer avec elle afin qu'elle comprenne ce qui va se passer lors de la consultation. Du coup, on a réussi pour sa première fois chez nous à avoir du coup un interprète en langue des signes et ce moment, je pense que, enfin, moi en tout cas, en tant que soignante, c'est un des moments que je retiendrai le plus, je pense, dans ma carrière parce que, les parents ont été clairement subjugués de ce qui avait été mis en place, alors que, en fait, nous, avoir des interprètes, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de notre CHU. Et si on nous le demande, on se bat en tout cas pour les avoir, que ce soit en langue des signes ou dans une autre langue que le français. Ça nous arrive aussi. Et du coup, ils nous ont dit, mais tout ça, c'est pour notre fille. Et oui, en fait, tout ça, c'est pour votre fille parce qu'on a envie de réussir à la soigner et qu'elle comprenne aussi ce qui va se passer pour elle, parce qu'en plus Camille a une très bonne compréhension. Et du coup, on a réussi. Et puis, il y a aussi l'idée, alors je pense que c'est important, de la première rencontre. Et en fait, si lors de cette première rencontre, on n'a pas essayé de mettre en œuvre quelque chose le plus qualitatif possible, on sait que la rencontre peut mal se faire et ça peut du coup être nocif pour tout le parcours de soins derrière. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Alors j'ai mis un petit ventilateur parce que je vais vous raconter une histoire. Donc j'accueille une petite avec son papa. Et en fait, dans notre salle de soins, on a une bouche d'extraction parce qu'on utilise du Méopa. Et là, le papa me dit oh, mais vous n'avez pas bouché la bouche d'aération Je regarde, je dis, mais pourquoi Il me fait elle déteste ça. Et c'est là, je me dis, mais si vous ne nous le dites pas, je dis maintenant, je l'ai noté sur son dossier, je vais le faire. Mais voilà, c'est parti de travers un peu tout de suite, mais il y a des choses qu'on ne peut pas deviner et chaque patient a de telles particularités que voilà, on a besoin de savoir en amont. Et c'est vrai que quand on nous dit des papiers, voilà, mais ces informations, on en a besoin pour construire cette première rencontre et les rencontres suivantes. Et je tenais à dire, alors c'est vrai que Marion, tu disais qu'on donnait cette pré-consultation surtout pour les premiers rendez-vous. Oui.
Mais la remise à jour est essentielle et on voulait rappeler une histoire qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps avec une de mes collègues, le docteur Roussely, d'un petit patient en situation d'autisme qu'on voyait depuis longtemps. Des visites répétitives, donc on s'inquiétait pas trop. Et puis la maman, on sait qu'on pouvait... Enfin, toute information était bonne à prendre, mais elle avait oublié de nous spécifier un grand changement. Et en fait, en sortant de la salle de soins de ma collègue, il a vu des prospectus et il était dans une phase où les prospectus le rendaient dans un état mais catastrophique. Et là, il est parti dans un état, mais c'était surréaliste, mais surréaliste. Ça a flingué, enfin, ça a été quelque chose de catastrophique. Donc là encore, cette transmission d'informations, en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit dans cette unité, elle est capitale. Tous les petits changements, tous les trucs comme ça, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit accueillir les patients à besoins spécifiques. C'est que il faut qu'on puisse échanger de l'information pour que le parcours soit cousu au fur et à mesure. Même nous, on n'est pas, il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien, il y a des jours, ah ben il a changé d'institution, ah ben là, malheureusement, il a perdu sa grand-mère. On a eu des choses comme ça, où on accueille le patient avec ce qu'il est à l'instant T, et c'est très important avec ses soignants de partager ces événements. Donc on parle des antécédents médicaux, mais c'est les habitudes de vie, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qui peut l'apaiser, comment il communique, comment, voilà, de ramener tout, de ramener un objet, baisser la luminosité, hein, tout ça. Et c'est pour ça que finalement, on vous disait en commençant la conf, il n'y a pas un tips, il y a qu'est-ce qu'on va construire avec le patient et ses aidants pour arriver finalement à réaliser soit les bilans, les radios nécessaires, les soins parfois au fauteuil, parfois se dire non, alors là, on va aller sur l'anesthésie générale parce que c'est un petit peu trop compliqué, décider avec le patient, et puis revenir au fauteuil pour travailler l'habituation, et ainsi de suite. Donc ce recueil de préconsultation précis, pour moi, il est capital pour entamer une vraie première consultation. La SMAC. On a aussi développé ce qu'on appelle le SMAC, c'est le sac de matériel d'aide à la consultation et au parcours de soins. Donc, on a une boîte sensorielle, on a des tablettes, un casque anti-bruit, une morphée adulte-enfant. On a un casque de réalité virtuelle. Et puis, on s'est aperçu qu'on a surtout les objets des patients. Surtout les objets des patients, oui. Voilà. Tout ce qu'ils aiment. En fait, nous, très clairement, on dit, venez avec ce qu'ils aiment. Ça peut être, on a un patient qui adore regarder K2000. Du coup, les soignants de sa structure ramènent toujours le petit lecteur DVD. Et on installe son lecteur DVD pendant les soins et il regarde K2000. Voilà. Que ce soit une peluche, que ce soit le téléphone. Enfin, voilà. On prend tout ce qui va être aidant à la consultation ou aux soins. Et on essaye de réfléchir aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire que on n'a pas, comme beaucoup de structures, énormément de moyens, mais c'est comment réfléchir déjà dès la salle d'attente. Donc là, on a modifié avec certaines choses, de mettre une table arrondie pour favoriser le dialogue, pour pouvoir s'asseoir aussi avec les familles. On a mis un paravent pour couper le passage des personnes parce que c'est compliqué. Des fauteuils avec des accoudoirs. Des petites choses comme ça qui font que un patient va prendre ce qu'il a envie de prendre. Là, on vous a mis la photo du fauteuil auto. Notre rêve. Voilà. Voilà, qui est un fauteuil qui a été conçu par une Nantaise. Un de nos objectifs, apparemment, c'est incroyable, en fait. Donc, j'espère que dans notre nouvel hôpital, on aura réussi à trouver des fonds pour l'avoir. C'est pour ça que je parle du déménagement, puisque nous, on va déménager dans 2 ans. Et c'est aussi encore un truc un peu différent, parce que on sait que ce qui va être mis en place là, maintenant, il va falloir qu'on se dise que ça doit aider à ce que nos patients se projettent dans le nouvel hôpital. Donc c'est fou parce qu'on est sur de l'habituation, mais d'une structure qui va changer. Donc c'est comment on peut travailler l'habituation tout en sachant qu'on va bouger tous les repères.
Donc là, on a aussi un projet d'identification visuelle en fait sous forme d'adhésif qu'on va mettre en place ici et puis qu'on pourrait mettre en place dans le nouvel hôpital pour que l'identification visuelle peut-être aide nos patients à se repérer. Par exemple, c'est rigolo, j'avais une espèce, je sais plus, de crocodile sur ma porte et puis je sais pas, il a disparu ce crocodile, je sais pas, quelqu'un me l'a pris et donc je sais plus ce qu'on a remis, une marmotte ou un écureuil et tous les patients ont fait oh, mais non, c'est pas la bonne salle. Mais si, c'est la bonne salle et tout. Donc, on se rend compte que finalement, l'identification visuelle, elle est hyper importante. Et là, on dit, ah ben nous, on déménage dans 2 ans, comment on va faire Donc, en tous les cas, dans ce qu'on est en train de mettre en place dans la salle d'attente jusqu'à la salle de consultation, on va essayer de le transférer dans le nouvel hôpital. L'idée est là pour continuer à créer du repère. Du coup, on réalise aussi les visites d'habituation en co-construction avec le patient, les aidants, le lieu de vie, son lieu de soins. Ça, c'est la force du partenariat en santé. On essaye aussi de créer des éducations thérapeutiques avec les patients par rapport à certaines structures aussi qui nous ont demandé sur le brossage des dents, on a vu que ça pouvait être quelque chose de complexe. L'habituation aux consultations. Ouais, l'habituation aux consultations dentaires aussi. Nous, on réalise quand même pas mal de consultations d'habituation au sein de l'unité. Mais elles sont toujours relayées. En tous les cas, on essaye au niveau de la structure, puisqu'on sait que c'est un travail qui est conjoint, qui se fait beaucoup en amont. Donc, on rappelle aussi aux structures qu'elles peuvent récupérer des fauteuils des dentistes, des fauteuils qui ne sont plus utilisables pour un dentiste. Et au lieu d'être jetés, maintenant, on peut les récupérer et les installer dans des institutions pour travailler sur cette position. D'ailleurs, je redisais lors d'une rencontre qu'on a eue mardi avec un institut, c'est que ça peut aider aussi à travailler la prise de sang et plein d'autres choses. Hein. C'est pas parce que c'est un fauteuil de dentiste, on peut très bien travailler d'autres postes de soins sur un fauteuil de dentiste. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir la position et d'essayer de se mettre, s'allonger. Pourquoi pas se mettre en situation avec une blouse, la lumière qui vient de dessus. Et souvent, les patients qui ont fait ce travail-là, on sent que quand ils arrivent chez nous, tout est un peu moins difficile et nous, ça nous permet de faire le relais, mais plus facilement et plus rapidement. Du coup, c'est quelque chose qui est profitable. Je voulais aussi rappeler, parce que j'ai été choquée parfois lors de certains échanges avec des praticiens, que en tous les cas, dans l'unité, on n'est pas là pour juger. J'ai remis la photo là que vous pouvez voir, et en fait, c'est un EduxP qui est en train de donner, et j'ose le dire, une cuillère de confiture à notre patient. Parce que c'est un jeune homme en situation d'autisme sévère, vraiment en très très grande difficulté lors des consultations, avec un besoin, on savait, de soins urgents parce qu'on avait aperçu certaines choses, mais il fallait qu'on les aperçoive un peu mieux pour voir ce qu'on allait faire au bloc opératoire. Et la solution, en tous les cas, à l'instant T, ça a été la cuillère de confiture. Et ben moi, je m'en fous parce que nous, ça nous a permis de voir le besoin de soins. Parce que après, on a pu se dire bon, il faut tel bloc avec tel spécialiste et ainsi de suite et tout ça, et qu'il avait fait sa première marche et que la cuillère de confiture, eh ben, peut-être on s'en passera dans 1 an ou 2, mais l'important là, à l'instant pour nous, c'était de pouvoir se dire qu'on allait proposer des soins à ce patient parce qu'on savait ce qu'il avait. Donc je le redis parce que je suis choquée quand certains professionnels et des dentistes bien intentionnés disent ah mais vous lui donnez un gâteau récompense et tout ça. Alors évidemment on voudrait que tout le monde se brosse les dents, ne mange pas de bonbons, ne mange pas de gâteau et tout ça. Mais en fait nos patients on sait, on fait tous comme on peut et avec ce qu'on a. Et que l'important c'est surtout de ne pas se juger ou préjuger des choses, mais de se dire c'est quoi l'objectif qu'on a, quelle est l'urgence à cet instant-là. Et après, j'ai envie de dire, par la porte ou par la fenêtre, l'important, c'est que l'objectif soit réalisé parce que ça peut être un besoin de soins urgent et qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un diagnostic. Voilà. Et qu'après, on retravaillera justement peut-être lors de la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique, de la mise en place de chaînage avec les instituts, avec les parents. Mais que là, si l'objectif, c'est de pouvoir voir en bouche et que la cuillère de confiture, elle passe pour ouvrir la bouche, eh ben,
c'est pas grave, hein, voilà, c'est comme ça. Et après, on fera les choses autrement. Donc, j'incite les chirurgiens dentistes à penser un peu les choses autrement et d'arrêter de juger sur des parcours de vie et de soins qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et alors oui, autre point, parce que j'avais mis mon petit truc, ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. On reçoit, et nous, alors ça nous peine énormément, mais en fait, qui on est, c'est vrai, voilà. Parce qu'on n'est pas usé par notre travail, on l'aime encore. Et on reçoit parfois des familles ou des institutions qui nous disent « Ah non, mais là, ça sert à rien, vous arriverez à rien. » Alors ça nous horrifie. Parce que... Alors peut-être on arrivera à rien, mais nous, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, je dis toujours Churchill. C'est-à-dire que on se dit, ouais, moi je me dis jamais, on n'y arrivera pas. Je garde en tête l'exemple que je recite partout, Alicia, trouble du comportement assez conséquent. Hein. Je vais pas refaire un détail, mais je pourrais en faire tout un livre d'Alicia. On a mis 4 ans à faire une radio panoramique. 4 ans. Mais on a réussi. Tout ça pour s'apercevoir qu'elle avait des dents de sagesse qui étaient en train de grignoter ses dents définitives saines, entre guillemets. Et donc, avec un diagnostic qu'on a réussi à poser et surtout le fait de se dire, ouf, on va pouvoir intervenir à temps et on ne va pas léser son capital dents définitives. Donc, nous, on ne se dit jamais, on n'y arrivera pas. Et ce qui nous attriste forcément, c'est quand on accueille une famille qui nous dit justement non mais écoutez, ça sert à rien. Nous on défend la persévérance, l'habituation, la patience. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois on se dit oh là là comment on va y arriver. Mais et des fois on est surpris aussi par des patients parce que la première fois ça s'est peut-être pas passé super bien et il arrive la deuxième fois et là bah, c'est le miracle. Ouais. Après, on prend beaucoup notre temps aussi. On laisse le patient faire 4, 5, 6 fois le tour de la selle s'il a envie. Mais j'ai souvenir d'un jeune patient, il avait juste besoin que le docteur Lyon, en fait, se baisse et que lui, il se sente peut-être un peu au-dessus parce que... Il était en commande, ouais, en fait. Il était en commande de dire oui, là, c'est bon, tu peux me toucher, là, non... de prendre la main pour mettre l'instrument dans la bouche. Voilà, c'est lui qui a en fait géré sa séance et ça s'est super bien passé, quoi. Donc, faut leur faire confiance. Donc, c'est vrai que parfois, on est... Alors, nous, j'espère en tant que soignant qu'on ne sera pas usé parce que c'est notre job de ne pas être usé. Et aussi, je pense, d'accompagner les familles et les structures qui vivent un quotidien, bien sûr, qu'on ne vit pas, qui est très difficile. Mais surtout, laissez-nous être enthousiastes. C'est le message que j'ai envie de passer parce que c'est un peu notre job. Et parfois, par contre, je vous vois, Madame Cassard, c'est un peu votre job aussi de nous rendre l'enthousiasme. C'est un flux, en fait, qu'il faut laisser passer. Et c'est comme ça que les marches, elles se font aussi. Voilà. Mais peut-être nous laisser voilà, notre naïveté, mais elle est bien notre naïveté des fois, parce qu'il y a des fois on passe, des fois on se dit oh non, non, mais on va pas arriver à passer. Puis c'est le parent qui nous dit mais si, on va faire ça, ça. Puis c'est là qu'on construit un truc fou avec un gilet de sauvetage. Voilà. Hein, mais je pense que voilà, il faut essayer de se laisser des chances. Parce que ce soit au bout de une fois, de 10 ans, on peut avoir des réelles surprises. Je pense notamment aussi à un adulte, personne s'était aperçu qu'il n'entendait rien. Et il a été appareillé hyper tardivement, je pense qu'il avait 35 ans. Mais à 35 ans, tout s'est développé du coup. Mais parce qu'il n'entendait pas. Donc tous les trucs où on avait dit ça, il peut pas faire. Mais en fait, c'est pas qu'il pouvait pas faire, c'est qu'il n'entendait pas ce qu'il devait faire. Donc il a développé toutes ses compétences à 35 ans, entre guillemets, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt se poser la question pourquoi j'arrive pas à rentrer en communication, comment ça peut se passer, et puis je trouve persévérer. Pour moi, il n'y a rien de pire que quand j'ai une famille qui arrive qui me dit non mais de toute façon on n'arrivera à rien. Moi ça me brise le cœur pour le patient que je reçois et ça m'attriste. Mais je pense que c'est vrai pour tout humain, c'est-à-dire que si on n'a pas confiance en nos enfants, en nos patients ou quoi que ce soit, et ben en fait la vie elle sert plus à grand chose en fait. Hein, donc
Finalement, c'est pas un tips que j'apporte, mais c'est envie de dire, allez, au l'écart, quoi. Pour tout ce qui est intervention chirurgicale sous anesthésie générale, afin de répondre au mieux aux besoins du patient à ce moment T-là, parce que on sait aussi que une anesthésie générale, enfin tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire l'hospitalisation en chirurgie ambulatoire, aller jusqu'au bloc opératoire, mettre un masque sur le visage, poser une perfusion, poser les patchs pour le scope. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent être compliquées. Prendre l'ascenseur, parce que chez nous, il y a un ascenseur pour descendre au bloc opératoire. Voir des gens habillés en vert, tous ces petits gens qui gravitent autour du patient qui sont habillés en vert, alors qu'on a des patients qui détestent le vert. Du coup, on a mis en place une checklist en fait pré-bloc opératoire qui permet qui du coup va être différente du document de pré-consultation. Oui, qui va être différente. C'est-à-dire que les besoins à ce moment-là finalement sont pas les très différents et du coup on a mis en place un deuxième document. Et le but, c'est, du coup, c'est moi qui le fais, qui appelle les aidants, les structures, les patients, des fois, parce qu'on a des patients qui sont maîtres de leur santé aussi. Et c'est de récupérer tous les petits tips, en fait, qui vont pouvoir aider les équipes de chirurgie ambulatoire, les équipes du bloc opératoire, à ce que ces temps-là se passent au mieux et que du coup le vécu du patient soit le meilleur possible dans l'accompagnement et puis du coup ça marche plutôt bien depuis que ça a été mis en place parce que ça... Alors, il faut savoir en plus que c'était un peu l'origine de ton poste. Oui. C'est-à-dire que j'avais plein de blocs que j'arrivais pas à mettre en place parce qu'il manquait l'autorisation de soins, qu'il n'y avait pas d'accompagnant et que du coup certains patients étaient en train de déambuler tout seuls dans l'unité d'hospitalisation et du coup ils étaient renvoyés chez eux parce que il y a des problèmes de bons de transport. En fait, on a eu plein d'échecs alors que déjà j'ai très peu de place au bloc pour des j'ai envie de dire des bêtises, c'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent. On peut pas se dire qu'on, nous, en tous les cas, on perd une place au bloc opératoire, vu comment on est déjà hyper restreint, conditions comme ça. Donc, cette liste, elle était essentielle puisqu'on nous a scruté sur notre efficience de bloc et notre remplissage de bloc. Donc, toi, tu as commencé à la travailler pour l'efficience des interventions. Et puis, on s'est dit, on va en tirer autre chose pour le patient, pour le bien-être du patient, c'est comment le préparer avant son intervention, quels sont ses besoins de soins. Est-ce que finalement il y a besoin qu'un dermato passe pour voir un grain de beauté qui n'était pas très auscultable? Est-ce qu'on a besoin de couper les ongles? Est-ce que finalement on va en profiter pour faire un bilan ophtalmo et tout ça? Il y a une prise de sang, tiens, on va en profiter. Les vaccins, tiens, on va en profiter. Et finalement recueillir les besoins pré-opératoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin d'habituation au bloc opératoire et pér-opératoire, c'est-à-dire et post-opératoire d'ailleurs, puisque ça va jusqu'à la salle de réveil. Est-ce qu'on a un accompagnant qui descend? Est-ce qu'en salle de réveil, on va mettre en place certaines choses et tout ça? Et c'est vrai qu'on le fait évoluer au fil de l'eau, finalement. Voilà. Donc là, il y a une belle photo de Julien. C'était notre première visite d'habituation au bloc, qui a été fantastique. Le jour où on a fait cette première visite, bon, tout la cata, je savais même pas, moi, allumer la salle de bloc, puisque quand j'arrive, en général, comme tout bon chirurgien, tout est prêt, et voilà. Donc, on l'a faite, voilà, c'était moitié prévu, mais c'est comme ça, il faut des commencements. En général, c'est jamais les mieux, mais tout. Là, Julien, donc je lui ai collé les patchs, on lui a fait même sentir entre guillemets la piqûre de la pose de voix et tout ça, donc il était en train d'arracher ses scopes et tout. Alors là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on fait ça? Mais Florence, sa maman, me dit si. Donc on a fait des photos, elle a pu faire un bouquin avec un chaînage, enfin voilà, un joli bouquin qu'elle nous a offert d'ailleurs et qui nous sert maintenant de communication avec d'autres patients et avec les institutions. Et donc on se dit, bon voilà, c'est fait. Donc le jour, Julien, c'était pour ses dents de sagesse. Je me dis, bon, je vais être là lors du bloc quand même pour voir un peu comment ça se passe et puis être sûre, puis faire un relais puisqu'on se connaissait bien avec Julien. Incroyable. La sérénité, mais il n'a même pas enlevé un de ses patchs de... Mais là, je me suis dit, mais la visite d'habituation au bloc, c'est le Graal en fait pour certains patients. Je pense que, voilà. Et alors,
un des beaux ressentis aussi qu'on a eu. Bon, alors, pour le patient, c'était incroyable. Mais l'équipe des anesthésistes, mais Isa, c'est super serein. Bah ouais. En fait, c'est serein pour le patient, c'est serein pour les aidants, c'est serein pour l'équipe de soins. Et on a tout gagné. Le patient s'est endormi sereinement, assez rapidement, temps opératoire optimisé. Ça fait du bien. Ah non, mais ouais, c'était un bonheur. Des fois, on voudrait filmer pour pouvoir montrer aux gens que c'est super important tout ça. Quand on nous dit, oh là là, mais alors, la visite d'habituation au bloc, mais je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Ouais, mais alors, si on la fait pas, pour certains patients, c'est courir. Il y a quand même à l'échec. Ah ouais. À l'échec, très clairement. Complet. On a une jeune femme qui déteste le vert. Le vert. Le vert. L'unité d'hospice ambulatoire, elle est verte. Ah, le jour de la visite d'habituation, elle était un peu crispée. Ouais. Hein. Voilà. Mais le jour du bloc, elle le savait, donc du coup, tout s'est passé beaucoup mieux. Elle a dit, bon, j'aime toujours pas le vert, mais je le sais que c'est vert, donc bon, bah voilà. Et c'est vraiment, ce parcours-là, on a senti les bénéfices, mais sur toute la chaîne. C'est plus tranquille en unité d'hospitalisation, le patient est serein, l'accompagnant est serein, les équipes au bloc, ça se passe sereinement aussi. Ils sont extrêmement contents. C'est Marion qui fait tout ce relais, d'où l'importance de l'infirmière de parcours qui informe tout le monde des particularités. Attention, on touche pas à ça, on fait ça comme ça, il va emmener ça, il va arriver debout. Chacun fait des efforts. C'est juste... Je me considère comme l'objet transitionnel entre l'unité de chirurgie ambulatoire et le bloc opératoire parce que du coup, j'accompagne et j'essaye à chaque fois de réassurer au maximum et jusqu'à l'endormissement. Voilà. Et des fois, j'ai des patients qui me disent non, Marion, ne pars pas, tiens-moi la main. Donc voilà, je suis là. Tant et si bien que quand même, ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on avait fait ça sur notre bloc adulte, nous, ce qu'on appelle le PTMC, CHU de Nantes. Et puis finalement, on a convaincu la gynéco, on a convaincu la pédiatrie, le bloc enfant, voilà. On a convaincu le bloc interventionnel aussi. Et c'est pour dire que finalement, petit à petit, on va essayer de mettre en place, on va dire, ce parcours un peu plus vertueux sur tous les blocs qui concernent des personnes en situation de handicap complexe pour qu'il y ait le même bénéfice où que vous soyez opéré et aussi de rationaliser où que vous soyez opéré. Parce que finalement, tout le monde a ce même besoin. Donc ça, c'est vrai qu'on en reparlera à la... Oui, il faut qu'on se dépêche. Ah bah, le projet Handiblog, c'est ça. Ouais, voilà. Vas-y. Du coup, on en vient du coup à notre projet qu'on essaye de développer, qu'on a envie qu'il se développe, en tout cas sur les CHU. On l'appelle le projet HandiBloc. Donc, c'est vraiment développer un parcours de chirurgie ambulatoire dédié aux patients à besoins spécifiques complexes, avec des interventions multi-opérateurs, donc c'est-à-dire que le patient va avoir une anesthésie générale et que sur cette anesthésie générale-là, il y ait des soins dentaires, des soins ORL, des soins ophtalmo si besoin, des soins gynéco, neuro, voilà. Des prises de sang, des rappels de vaccins, des coupes de cheveux, des pédicures comme on a déjà fait. Le but, c'est de profiter de cette anesthésie générale-là pour que le patient ait la majorité des soins, des fois qu'il ne peut pas avoir à l'état vigile, en fait. Donc voilà. Et c'est vrai que là où souvent le besoin de soins bucco-dentaires, on n'y renonce pas parce qu'il y a un risque infectieux, un risque de septicémie, c'est une porte d'entrée. Il y a des soins auxquels on renonce. Moi, on voit souvent des patients qui ont des prescriptions sans contrôle de prise de sang. On voit des pilules qui sont prescrites mais sans contrôle derrière. Nous, on voit des choses qui nous effarent parce qu'on se dit de toutes les façons, on ne peut pas faire de contrôle, donc il n'y a pas de préventif aussi. Au niveau cancéro, en fait, une zone qui n'est pas auscultable, tant pis, elle n'est pas auscultable. Du coup, il n'y a pas de frottis chez les femmes. On ferme les yeux sur le fait qu'elles peuvent avoir des rapports, pas de rapports. Enfin, il y a tout un no man's land où on trouve de choses et c'est pour ça que je l'ai remis. C'est vrai qu'on a une maman qui a pleuré quand on lui a demandé s'il y avait besoin de prise en charge gynéco parce qu'elle nous a dit on nous a tellement appris à renoncer depuis le départ que du coup là le fait de lui ouvrir, je veux dire est-ce que votre fille a d'autres besoins de soins, ça l'a bouleversée en fait et c'est vrai que
on sait qu'on n'a pas accès à tout, hein. En ce moment, il y a des chemins cliniques, on est encore en train de les découvrir. Là, je suis contente, dans une semaine, on va faire rentrer l'empreinte optique euh, au blog. Donc, on va pouvoir emmener notre caméra là où au départ, il n'y avait pas. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à de la prothèse peut-être et des choses comme ça. Mais je veux dire, petit à petit, le chemin se fait. Alors, il se fait avec ce qu'on sait, il se fait avec vous aussi. En se disant oui mais moi je veux que mes enfants aient accès à telle ou telle typologie de soins, est-ce que c'est possible, pas possible. Alors il faut surtout s'écouter parce que nous on sait qu'il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui parfois sont inaccessibles à l'instant T et ça, enfin faut aussi se faire confiance pour se dire bon ben ça on va essayer, ça là vraiment c'est trop compliqué. C'est pas un renoncement, hein. Je le dis souvent, c'est de se dire bon alors vu les trucs qu'on en est là, ça on va pouvoir l'atteindre. Là, attendez, on est peut-être encore un peu trop haut et on gravit marche par marche. Et puis voilà, donc ce projet Handiblock, en tous les cas, pour nous, il est Crucial. Il est crucial. Ouais. Il est crucial. Clairement, c'est. Alors oui, je vais passer rapidement dessus. On en parlait avec une maman. Il y a un truc qui me peine un peu en ce moment, c'est que je vois bien qu'on est en train de construire justement des tips, des chemins cliniques, des astuces, des choses comme ça. Et alors, je parle du point de vue bucco-dentaire. Je trouve qu'on manque d'une espèce de centralisation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour les parents, pour les familles, pour les institutions, il faut aller chercher telle information là, puis telle information là, puis telle information là. Et enfin, je me mets à la place des gens, je trouve ça doit être épuisant. Voilà. Donc je rêve d'un truc un jour, ça serait d'une ressource un peu plus centrale avec des zones adaptées. Et ça, je dis bien attention parce que en fait, la ressource centralisée, il va y avoir des données générales. Genre, il vaut mieux terminer son repas par un bout de fromage. Ça va être vrai partout en France. Par contre, attention, quand je vais rentrer, je sais pas, dans tel hôpital, l'entrée se fait par là. Ça, c'est un truc qui est très particulier. Donc, il faudrait qu'on arrive à pouvoir bénéficier des connaissances expérientielles des aidants, des patients et, du personnel soignant, mais qu'on arrive à centraliser ces connaissances et puis à les individualiser auprès sur les besoins un peu plus particuliers quand vous arrivez chez votre dentiste, quand vous arrivez, je sais pas, à l'hôpital de Nantes et tout ça. Donc, je rêve un jour, en tous les cas, pour ce qui concerne notre partie de région, j'aimerais bien qu'on ait un collège entre guillemets d'expertise parce que souvent il y a des sites, moi j'ai été choquée, j'ai été contactée pour un autre truc, c'était sur les maladies colorectales. Alors vous allez me dire pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai servi d'expert pour ce truc-là parce que je suis dentiste, mais sur une patiente qui voulait créer un site. Et elle me dit mais si regardez il y a un truc qui existe déjà. Je lui ai dit écoutez je suis sur votre site là, il y a un truc qui me tique un peu. Et en fait on a été chercher et le site il est implémenté par des commerciaux. Et là je me dis ouais, exactement. Je me dis attention, parce que c'est comme par exemple certaines associations de patients, parce que j'essaye de zigzaguer, ils me disent ah oui, mais alors nous on a recommandé tel dentifrice. Et là je me dis alors là celui-là il y a ça qui va pas. Et je me dis ça serait bien qu'un jour on réfléchisse ensemble à justement avoir une base de connaissances validée entre guillemets, parce que d'un côté les soignants ça vaut rien. Je veux dire, si c'est pas pratiqué par les patients et les aidants, ça vaut rien. Et d'un autre côté, le soignant, il a ses bases scientifiques que n'ont pas les aidants et les patients. Et donc, je pense qu'à un moment, il faudrait une collégialité et une source un peu unique. Après, rediviser dans les particularités. Mais voilà, moi, j'aurais un petit rêve quand même qu'on concentre nos savoirs, en fait, tout en les validant. On vous a mis, parce que ça c'était la petite nouveauté de la visite virtuelle de notre consultation. J'espère que ça servira à beaucoup de patients. Donc si vous voulez aller voir, vous aurez le QR code et la visite après. Je termine en disant que voilà, un de nos rêves, on en a parlé tout à l'heure, c'est que nous, on est un réseau de soins au niveau régional. On parlait de concentrer les savoirs. Je pense que ça serait le lieu pour héberger ça.
On aimerait pouvoir améliorer l'accès aux soins parce que dans notre région, en fait, comme il n'y a pas de réseau de soins, personne ne sait où aller. Il y a une espèce de errance, voilà. Alors qu'on sait que dans d'autres régions ou départements, il y a des réseaux fantastiques qui existent. Ça permettrait de répartir les prises en charge parce que je suis sûre que dans le libéral, il y a plein de dentistes qui seraient prêts à faire des choses, de rassurer les professionnels de santé en disant ok, moi j'ai fait mon bilan, mais là je peux pas aller au-delà, vers qui je vais adresser. De former aussi les professionnels de santé, on parlait tout à l'heure de formation des étudiants, mais il faut aussi former ceux qui sont sortis. Et puis de faire un état des lieux de la proposition de soins, parce que c'est vrai que ce qui est dur, c'est que quand on argumente auprès des grandes instances que l'offre de soins n'est pas là, comme on n'a rien en palpable, nous on le sait, on le voit bien, nos familles nous le disent, mais on ne peut pas quantifier ce qui existe sur le réseau. Donc j'espère que vous bénéficiez d'un réseau de soins et que s'il n'existe pas, eh ben, vous le développerez. Et ça, c'est un des points à développer en construction entre les soignants et les aidants, à mon avis. Voilà, on vous remercie pour votre attention. On a duré à peu près Merci une heure. beaucoup. Voilà. Et on a mis une petite photo de nous. On a été voir un documentaire qui s'appelle Soleil Cannibale, qui a été tourné à côté Nantes, qui est une semaine dans la vie d'une jeune Roséenne. Et on fait une soirée ciné-débat. L'unité organise une soirée ciné-débat le 5 juin pour les professionnels, pour le personnel de l'hôpital, les instituts de formation et les étudiants, parce qu'on espère que les prises en charge de vos patients ou de vos enfants s'amélioreront au travers d'actions comme ça. Voilà.